Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes toujours en direct du Centre international des conférences Abdelatif Rahal ici à Alger pour cette couverture qui se poursuit en ce qui concerne les assemblées annuelles du groupe Banque islamique de développement 2025 qui a établi quartier général pour l'occasion en Algérie, des réunions, des rencontres, des activités qui se poursuivent pour le troisième jour consécutif après l'ouverture officielle des assemblées qui a eu lieu hier sous la supervision du Premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui. Je rappelle que cet événement tant attendu se tient sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avons toujours avec nous nos experts pour tenter de décrypter les activités d'hier mais également d'aujourd'hui. Mahfoud Kaoubi, expert international en économie, merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. À vos côtés se tient Idil Sassi, expert international également en économie et en finance. Merci Idil Sassi d'être avec nous. Merci Kherdin et bonsoir aux téléspectateurs. Alors je commence avec vous Idil Sassi. Hier on a assisté à cette ouverture officielle des sessions des assemblées annuelle de la BID avec des allocutions tenues par le ministre des Finances algérien mais également par le président de la Banque islamique de développement. Ce qu'il en ressort d'abord, c'est que l'Algérie appelle à trouver des solutions innovantes au problème de la croissance durable. Comment s'attaquer à ce problème endémique qui touche peut-être plusieurs régions concernées par les activités de la Banque islamique de développement? Alors l'approche elle est dans le sens où il y a un partage d'expérience parce que l'avantage de la Banque islamique de développement c'est qu'il y a des continents différents, d'autres expériences. J'ai écouté avec intérêt certains intervenants aujourd'hui qui parlaient du modèle sud-asiatique par exemple, où il y a une intégration économique mais non pas politique, qui a ses avantages et bien sûr et ses limites. Et ce genre de solution qui pourrait être appliquée à un continent partenaire et fortement avec cette institution peut accéder à des solutions d'accélération dans le sens du dernier arrivant. Alors, les solutions innovantes, c'est les technologies essentiellement et d'autres aussi qu'on pourra dupliquer en Afrique avec les défis propres à l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent qui porte beaucoup de pays enclavés. Il y a des problèmes d'infrastructures majeures, mais il y a aussi cet avantage, encore une fois, d'accéder à des solutions du dernier arrivant. Les exemples sont multiples, comme la banque, elle peut financer, c'est une banque, mais c'est aussi, elle peut permettre le renforcement des capacités pour des intégrations régionales avec de la technologie. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, pour les solutions techniques dans le domaine des douanes, par exemple, c'est des solutions techniques qui peuvent harmoniser et permettre aux opérateurs de faire du commerce de façon plus économique et plus rapide. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourra bénéficier de ce réseau, de cette banque qui est intercontinentale et donc qu'on pourra dupliquer de manière plus efficace et plus rapide. Merci Idil Sassi. Mahfoud Kaoubi, avant d'aller voir de plus près le programme d'aujourd'hui et d'hier, cet appel émis par l'Algérie justement quant au fait de trouver de manière bien entendu multilatérale et collective des solutions innovantes au problème de la croissance durable. En quoi l'Algérie peut-elle aujourd'hui, avec sa propre expérience, aider la BID à atteindre un tel objectif? Oui, l'Algérie dispose d'une expérience en matière de construction de développement. Il faut rappeler que la planification, l'expérience de développement de l'Algérie après 62 est quand même riche d'enseignements. Si on prend en considération la situation économique et sociale au lendemain de l'indépendance et ce qu'on a pu réaliser pendant ces 60 ans d'expérience de développement, je dirais que l'expérience est pleine d'enseignements. L'expérience de planification, l'expérience d'ouverture de marché, l'expérience en matière de financement, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de réalisation de grandes infrastructures. Je dirais que l'Algérie a de l'expérience à revendre, a des enseignements à faire profiter aux autres. Et c'est à partir d'échanges d'expériences
qu'on pourra construire, améliorer et donc faire profiter d'autres pays des expériences réussies, des avantages qui ont été réalisés, mais aussi d'erreurs qui ont été commises et éventuellement de fautes qu'il faudra éviter à reproduire. Très bien, merci Idil Kaoubi. Alors, un autre thème important qui concerne l'aspect du financement directement, Idil Sassi, décision prise lundi, donc premier jour des assemblées, qui concerne l'approbation d'un budget pour l'année prochaine de financement, donc des projets, différents projets pour la BID, pour les pays membres, établis à 1,32 milliard de dollars. Quelle est en quelque sorte votre appréciation d'abord de cette enveloppe budgétaire et comment de manière efficace pourrait-elle servir à un certain nombre de pays, peut-être plus qui expriment davantage de besoins que d'autres, notamment en matière d'inclusion économique et de développement durable? Alors oui, d'abord la banque islamique, et puis c'est une banque comme on a des transcontinentales, c'est surtout et avant tout, c'est vrai que c'est les financements, d'accord, revenons à l'essentiel, mais c'est d'abord et avant tout une plateforme. C'est une plateforme qui permet la rencontre d'abord des expériences, d'autres institutions, il y a la Banque africaine de développement, etc. Donc il y a d'autres mécanismes qui peuvent participer soit par des financements, soit par des solutions, parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. On parle de résilience au changement climatique, aux opportunités économiques dans ces pays membres également. Notamment. Exactement. Donc les problèmes, les populations concernées au niveau de la Banque islamique de développement, c'est des populations qui avaient des problèmes d'accès au financement. Et si on parle des PME-PMI, de façon pratique, permettre aux PME-PMI d'accéder au financement via des mécanismes directs ou indirects, c'est aussi une forme de développement durable, mais c'est aussi une manière d'intégrer plus rapidement nos sociétés, ces sociétés, dans le commerce international. On les intègre en leur offrant du financement, mais aussi en ouvrant un réseau. Le commerce international, c'est d'abord et avant tout une plateforme, c'est le réseau. Comment pouvoir, en termes de process, de documentation, de plateformes techniques, accéder à des marchés. Ça peut être des femmes, par exemple, qui vendent des produits ruraux en Afrique ou ailleurs. Ça peut être des populations qui n'ont pas les moyens d'accéder. Donc il y a une sorte d'inclusion. Ça d'une part. D'autre part, les défis qui sont au niveau étatique. On ne peut pas lutter seul contre un problème climatique. C'est un problème global et personne n'a les capacités budgétaires intrinsèques pour trouver des solutions budgétaires au changement climatique. Donc il faut des solutions globales. Et il y a des solutions et des fonds qui peuvent discuter avec les pays concernés, mais le faire via des institutions comme la Banque islamique de développement et permettre un encadrement et une accélération, une efficacité pour l'exécution. Il ne faut pas oublier que cette banque a aussi les moyens d'évaluer la suite. On fait du monitoring, c'est-à-dire on donne, on aide à la réforme, on intègre, mais on revient évaluer pour corriger. Et ça, c'est très important pour que les mesures prises soient réellement efficaces. Merci Idil Sassi. Alors parmi les activités tenues aujourd'hui, et ce qu'il en découle, l'on a la signature de plusieurs accords, Mahfoud Kaoubi, bilatéraux. Je mets un trait, je souligne justement le terme bilatéral entre pays du Sud, Mauritanie, Bangladesh, Oman, Sierra Leone ou encore Côte d'Ivoire. Très peu d'institutions financières internationales encouragent cet aspect de coopération qui ne soit pas en quelque sorte global en temps de fragmentation économique. Est-ce une bonne nouvelle de trouver une institution financière comme ça qui favorise justement un développement durable, une coopération exprimée entre pays de manière bilatérale? Le plus important, c'est que ce sont des pays du Sud. Oui, c'est une très bonne nouvelle en tous les cas. La tendance actuelle et le succès des banques de développement, un succès qui est remarqué depuis pratiquement une dizaine d'années, tient justement à cette différence de paradigme par rapport aux banques classiques. Je donne un autre exemple. L'année dernière, la BID a financé un projet de route stratégique entre le Sénégal
et le Guinée, quelle institution financière internationale s'intéresse de manière loin de tout, c'est-à-dire aspect globalisé de l'économie, à des pays ou à une région comme celle-là, à titre d'exemple? Maintenant, l'approche est différente. L'approche est liée à une problématique et un paradigme relatif au développement et non pas à une problématique de financement stricto sensu comme on a eu l'habitude de l'observer. Et c'est la raison pour laquelle les banques de développement, à l'instar de la Banque islamique de développement ou la Banque des BRICS en tous les cas, et plein de fonds d'investissement qui développent cette approche qui permet de développer des potentiels en encourageant des accords bilatéraux afin de tirer profit d'une manière optimale d'un potentiel qui puisse exister entre deux pays, entre une région, entre une zone. D'ailleurs, les expériences réussies attestent que le développement se fait par rapport à un pôle, par rapport à une zone et non pas par rapport à un pays uniquement. Et c'est dans ce sens que les efforts de développement visent 2, 3, 4 pays afin de créer les synergies dans une zone et de syndiquer les coûts et d'avoir le maximum de réussite. Serait-ce une manière concrète de mettre en place cet aspect de l'intégration économique régionale? Voilà, c'est cela. L'Algérie favorise en quelque sorte également la même méthodologie en mettant en place par exemple des zones franches, frontalières avec 5 pays de la région. Idriss Sassi, trouver un partenaire, qui plus est une institution financière qui soit sur la même ligne directrice que l'Algérie en matière de renforcement de cette intégration économique régionale. Est-ce en quelque sorte un atout majeur pour la conduite de tels projets? Exactement, c'est le b.a.-ba, en tout cas c'est quand les violences sont bien accordées. Oui. Donc on aura une facilité, une fluidité pour réaliser rapidement, identifier les besoins de façon efficace et précise. Et je tiens juste à rappeler que l'Algérie a toujours été pionnière, Oui. leader dans tout ce qui intègre l'Afrique, dans tout ce qui est stabilisation de l'Afrique. Donc pour les zones franches par exemple, nous avons été les signataires, nous avons été derrière beaucoup d'initiatives. Mais non seulement, il y a la ZLECAf par exemple, Oui, on va en si parler. on parle aussi Oui. de l'Afrique de l'Ouest. Je parlais tout à l'heure de l'évaluation. Oui. C'est bien de signer, mais il faut revenir après pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette ZLECAf. Comment dynamiser cette zone? Comment faire bénéficier les PME, PMI? Qui chargera de définir les KPI en quelque sorte pour pouvoir faire Exactement. cette Et évaluation? cette institution, justement, elle est outillée pour le faire. Elle le fait dans des marchés. L'Asie du Sud-Est maintenant, Oui. c'est pas rien. Donc elle le fait dans des marchés hautement développés en termes de commerce Oui. et d'échanges. Je parlais tout à l'heure d'intégration économique et non pas politique. Et donc l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays francophones, mais il y a aussi des pays anglophones. Donc il y a quand même des différences. Mais on voit très bien qu'une intégration économique, avec l'objectif que quand on partage des intérêts économiques, il va y avoir de la stabilité, parce Oui. qu'on a des intérêts communs. Du win-win surtout. Du win-win, Oui. exactement, ça crée de la stabilité. Donc cette institution a donné des exemples vraiment frappants d'intégration, accords pour aider les douanes, l'eau, cette zone partage beaucoup de sources d'eau entre elles, la route comme tu l'as bien signalé, Entre la Kherdine. Guinée et le Exactement. Sénégal, oui. Donc encore une fois, financement, mais aussi dynamiser les accords qui sont signés, venir essayer de trouver des solutions et trouver les solutions, c'est-à-dire aider par aussi des duplications de solutions qui viendraient d'ailleurs pour l'expertise, mais aussi pour peut-être injecter des fonds. Il y a eu la signature d'un accord entre la Compagnie nationale d'assurance et de garantie des exportations et la Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation de la BID. Le scope, c'est l'importance justement de mettre en place un tel type d'accompagnement pour les entreprises, notamment les PME, ces PME qu'on incite à aller exporter de plus en plus et de plus en plus de produits hors hydrocarbures. Est-il aujourd'hui également important de réfléchir à la manière avec laquelle il faut garantir leur activité dans un monde plein de risques?
Oui, on l'a précisé à plusieurs reprises que l'activité de la banque ne se limite pas au financement, Ouais. mais le groupe a des produits dérivés, d'autres produits, dont les assurances plus précisément, les assurances qui font partie du package essentiel, indispensable pour toute activité économique. Donc diminuer les risques, couvrir le risque dans un environnement justement qui est assez marqué par des incertitudes est important. Important d'autant plus que les pays du Sud ont un environnement et une catégorie d'entreprises qui est relativement fragile et qui a besoin de couverture en matière de garantie et non pas uniquement de financement. Et vous voyez, donc c'est cette approche qui est importante et qui joint les assurances à l'expertise, au financement et aux autres produits qui sont liés avec l'activité de l'investissement ou de l'activité de l'entreprise d'une manière générale. Idel Sassi, même question que des PME ou même des PMI, TPE trouvent un partenaire qui puisse les suivre en matière de garantie des exportations hors hydrocarbures, alors que tout le monde les incite à aller justement démarcher peut-être des zones géographiquement pas difficiles, pas accessibles, notamment en matière logistique. Est-ce là également une spécificité peut-être avec laquelle ou dans laquelle se démarque cette banque islamique de développement? Ça fait partie des points qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette banque peut permettre aux PME PMI l'accès au commerce international. Donc il y a le financement du trade financing, on finance des instruments pour le commerce international via des banques locales, ça c'est un point, elle le fait, mais aussi l'accompagnement, ouvrir. Si je suis aujourd'hui un opérateur qui veut vendre des dates, si je vends à un marché sud-sud où je n'ai pas une garantie de paiement, si je rate une facture, c'est la faillite. Exactement. Donc un instrument pareil, c'est un confort, il va m'ouvrir une opportunité de marché, il va m'assurer un paiement. Donc c'est un gain majeur. Il faut rappeler aussi que les grands pays exportateurs européens, Chine, Turquie et autres, ils ont des fonds de garantie derrière qui permettent à leurs opérateurs d'aller, de vendre et d'être assurés d'être payés. Et même qui plus est, qui sont articulés sur des mécanismes d'intégration commerciale, donc une Exactement. garantie de plus. Ça renforce l'intégration parce que plus on connecte au fait les vrais travailleurs, les femmes qui récoltent du cacao ou d'autres en Asie et ailleurs, plus on crée des opportunités de l'intégration, que ce soit de la sous-région ou bien vers ces routes nouvelles de commerce et d'industrie. Mahfoud Kaoubi, cette zone de libre-échange africaine toujours balbutiante attire de plus en plus d'intérêt de la part des institutions financières internationales, car l'intérêt, on le connaît, il est immense. L'intégration commerciale que pourrait générer ce nouveau mécanisme de commerce intra-africain est tellement grand qu'il faille aujourd'hui anticiper peut-être les besoins en matière d'intégration. Comment cette banque islamique de développement pourrait-elle devancer, anticiper les autres institutions financières beaucoup plus axées sur le gain de manière, je le rappelle, globalisée? Comment pourrait-elle justement prendre les devants? Prendre les devants en permettant de faire disposer de la zone de la ZLECAf, à laquelle il faut rappeler qu'il y a un ralentissement en matière de processus d'édification. Ça permettra en matière d'expertise de permettre cette harmonisation qui est indispensable à la mise en œuvre de la zone en termes de dynamique de marché. Donc le potentiel, il existe. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement de disposer de financement, mais de disposer de savoir-faire et d'expertise en matière d'harmonisation, en matière d'inclusion, en matière de rapprochement des marchés et donc d'édification et de traduire en réalité ce projet de la ZLECAf. C'est dans ce sens que la Banque islamique de développement pourrait apporter donc son savoir-faire. Entre autres, en plus. Plusieurs pays adhérents de la ZLECAf sont des pays membres justement de la Banque islamique de développement. Voilà qui pourrait peut-être faciliter les choses. Oui. Idel Sassi. Alors oui, en fait, c'est une institution internationale de type développement. Mais je pense personnellement, c'est peut-être subjectif, le fait qu'il y ait une note de croyance et culturelle.
facilite les choses en termes d'être plus proche des problématiques et des solutions. C'est une banque qui a un réseau, c'est vrai, qui est bancaire et institutionnel, mais il y a d'autres réseaux derrière. Quand on travaille pour Sharia Compliant, conforme à une croyance, il y a un réseau derrière qui est social, culturel, religieux, etc., qui facilite l'accès et le dialogue envers les populations qui sont à la base isolées du système financier pour leur proposer des solutions. Il y a cet aspect qui est peut-être subjectif, je le répète, mais je pense que c'est un plus par rapport à d'autres institutions classiques. La décision du jour également, elle est hautement symbolique car elle touche cet aspect politique, voire géopolitique. La BID a approuvé un financement de 26,6 millions de dollars pour la construction d'un hôpital spécialisé en cancérologie en Palestine. Voilà un signal fort envoyé par cette banque islamique de développement, notamment fort parce qu'il est émis à partir de l'Algérie, dont le soutien à la Palestine n'est plus à démontrer. Mahfoud Kaoubi. Oui, surtout avec le contexte actuel. Il faut rappeler qu'actuellement, cette semaine, c'est le dernier hôpital qui était qui fonctionnait à Gaza. Il a été bombardé, sauvagement détruit. Oui. Et donc, au-delà de la symbolique, ça démontre aussi toute la dimension humaine, toute la dimension de solidarité que revêt les activités de la Banque islamique de développement. Soutenir le système de santé en Palestine, Idriss Sassi, est une manière de s'affirmer et en quelque sorte de dire qu'on est là malgré les contraintes. Alors c'est une revendication de tous les membres, j'imagine. Ouais. Il y a même un comité spécial au sein de la banque qui parle Il faut juste préciser que c'est en droite ligne avec les objectifs de cette banque en matière de développement, dont la Palestine soumise à un génocide ne déroge pas à la règle. Exactement. Il y a un comité spécial et donc c'est une décision attendue, saluée très certainement par tous les membres, mais au-delà, c'est un geste pour frères en humanité, comme on dit, même pour les autres religions et les communautés qui sont aussi solidaires de la Palestine, il ne faut pas l'oublier. C'est une banque multilatérale et internationale qui donne l'exemple, et j'espère que cet exemple va être suivi par d'autres institutions. Et justement, on en parle aujourd'hui parce qu'aucune autre banque de développement, à l'image de la Banque mondiale, la BERD ou autre, bien mieux outillée que la BID, n'ont pas fait un tel geste envers cette Palestine meurtrie. C'est un exemple qu'il faut suivre, il faut être pratique dans l'exemple qu'on doit donner. Il ne s'agit pas que de discours, il s'agit d'être pratique et l'histoire nous observe et les générations futures en témoigneront. Très bien. Un autre point, Mahfoud Kaoubi, alors la Banque islamique de développement qui renouvelle et qui réaffirme son engagement à soutenir le secteur privé et également le secteur de l'investissement entre les pays membres. Quels sont les pays qui, au sein justement de cette banque islamique de développement, pourraient jouer un rôle majeur, un rôle de locomotive et tirer tous les wagons dans le même sens en matière de soutien au secteur privé et au secteur de l'investissement? Je pense qu'il y a des pays qui ont eu une expérience très réussie dans le domaine de l'investissement privé, plus particulièrement. Des pays comme, si on cite le Qatar par exemple, si on cite la Turquie par exemple, à titre d'exemple, l'Arabie Saoudite qui connaît actuellement aussi une dynamique assez importante, et puis il y a l'Algérie qui a toute son expérience et qui est en train de transformer son économie pour aller vers des logiques privées. Un cheval de Troie, il faut le dire. Un cheval de bataille, en Algérie, qui est ce dossier de l'investissement. Tout à fait. Donc, et puis je devine que tous les autres pays ont cet objectif de transformer leur économie parce qu'il y va de leur survie réellement avec toutes les transformations qui se font aujourd'hui. Maintenant, le mot d'ordre est d'aller vers le financement en priorité du secteur privé qui dispose de potentialités en matière de compétitivité et de logique de marché qui pourrait donner lieu à une valorisation de tous les potentiels existants dans les pays. Et je dirais que le potentiel est énorme. Maintenant, cette décision démontre clairement que la volonté de diversifier les économies et de
de s'ouvrir au privé, parce qu'il est important de sortir des clivages et des logiques publiques-privées en donnant la priorité aux logiques et non pas à la source ou l'origine de la propriété qui en réalité est une logique du passé et non pas de l'avenir. Mahfoud Kaoubi, restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Idil Sassi également, chers téléspectateurs, nous sommes, je le rappelle, en direct du Centre international des conférences Abdellatif Rahal pour ces assemblées annuelles de la Banque islamique de développement 2025 qui se poursuivent pour le troisième jour ici en Algérie. Nous sommes de retour après une courte pause. À de suite. Join us in May 2025 in Africa's largest country, Algeria. Home to stunning natural beauty and a rich cultural heritage. A founding member of the Islamic Development Bank in 1974, Algeria plays a vital role in fostering development and strengthening partnerships across the Muslim world and beyond. With its strong regional and global presence, Algeria is advancing climate-friendly agriculture and promoting mining and energy initiatives, all while driving economic diversification for resilient and inclusive development. Having hosted the annual meetings of the Islamic Development Bank in 1990 and 2001, Algeria welcomes you to yet another exhilarating gathering of the Global South on its shared journey of solidarity and prosperity. Welcome to Algeria, the host of the annual meetings of the Islamic Development Bank Group in 2025. Algiers, 19th to the 22nd of May 2025. Join us in May 2025 in Africa's largest country, Algeria. Home to stunning natural beauty and a rich cultural heritage. A founding member of the Islamic Development Bank in 1974, Algeria plays a vital role in fostering development and strengthening partnerships across the Muslim world and beyond. With its strong regional and global presence, Algeria is advancing climate-friendly agriculture and promoting mining and energy initiatives, all while driving economic diversification for resilient and inclusive development. Having hosted the annual meetings of the Islamic Development Bank in 1990 and 2001, Algeria welcomes you to yet another exhilarating gathering of the Global South on its shared journey of solidarity and prosperity. Welcome to Algeria, the host of the annual meetings of the Islamic Development Bank Group in 2025. Algiers, 19th to the 22nd of May 2025. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, en direct du Centre international des conférences Abdellatif Rahal ici à Alger pour les assemblées annuelles du groupe Banque islamique de développement que l'Algérie abrite pour la troisième fois de son histoire. Un événement qui se tient sous le haut patronage du président algérien Abdelmajid Tebboune. Monsieur Wahid Abbassi vient de nous rejoindre sur ce plateau spécial. Vous êtes directeur général de Dignité Internationale. Avant toute chose, Monsieur Abbassi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de Dignité Internationale? Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous êtes aujourd'hui à Alger pour participer à ces assemblées annuelles de la BIT? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et pour cette occasion afin d'échanger entre les acteurs économiques et financiers et d'ailleurs avec la société civile. D'ailleurs, on est là aujourd'hui comme participants dans ce meeting pour justement échanger avec ces acteurs, voir le potentiel que
que nous pouvons l'exploiter afin de participer au développement dans les pays d'intervention et en particulier, puisqu'on est des Algériens, en Algérie, avec toute cette dynamique politique, économique, diplomatique de l'Algérie, à l'intérieur de l'Algérie et vers l'extérieur aussi. Et troisièmement, je pense que nous sommes en train de vivre le nouveau monde. Oui. Et donc, en parlant de nouveau monde, je pense que le potentiel que l'Algérie a sur le plan humain et sur le plan économique mérite, je pense, au minimum une telle rencontre pour renforcer le lien et voir avec une seule vision. Quel est, si je puis dire, le cœur de métier de Dignité Internationale? Qu'est-ce que vous êtes? Dans quel pays vous êtes présent? Et quel est votre secteur d'activité plus concrètement? Vous savez, la diaspora algérienne a un rôle très important, un rôle, j'allais dire même un rôle moteur dans l'économie, dans la culture, le sport et dans tous les domaines. Me concernant, je suis un acteur donc, dans le domaine humanitaire, Oui. donc l'action humanitaire, et Dignité Internationale a été créée il y a 11 ans maintenant, donc c'était en 2014. Et depuis, nous travaillons dans une vingtaine de pays, dans le domaine de développement durable, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, l'éducation, la formation professionnelle, l'agroécologie et les urgences. Mais la particularité de Dignité Internationale, c'est que nous souhaitons travailler dans les pays d'intervention, dans tout ce qui est autonomisation. Et en parlant de l'autonomisation, ça veut dire on essaie de bannir un petit peu l'assistanat. Parce qu'on veut vraiment renforcer les capacités des populations dans les pays d'intervention. Et là, je parle particulièrement sur l'entrepreneuriat solidaire et humanitaire. Vous savez, l'humanitaire ou l'action humanitaire moderne est devenue une industrie. Il y a ce qu'on appelle l'économie de l'action humanitaire dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, nous avons besoin des centres médicaux, nous avons besoin des équipements, nous avons besoin surtout des ressources humaines très qualifiés justement pour venir en aide, puisque ce secteur est devenu très professionnalisé. Nous avons besoin aussi d'une certaine assise économique justement pour répondre aux besoins dans ces pays dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Vous savez, au Bénin par exemple, nous avons travaillé sur 2 projets pilotes, ce qu'on appelle les fermes africaines. Et l'idée, c'est de donner les moyens à des populations justement pour cultiver la terre et répondre ou produire leurs propres besoins. Deuxièmement, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle les TAC, les toilettes à compost. C'est la transformation des déchets humains à des engrais biologiques. Et ainsi, on règle un problème d'hygiène et de santé, on règle un problème lié à l'environnement et aussi créer un cercle vertueux pour justement offrir une matière biologique qui respecte l'environnement aux agriculteurs africains. Ça, c'est parmi les projets que nous sommes en train de les réaliser en Afrique, par exemple. Nous avons développé une expertise dans le domaine aussi médical, en parlant de Moyen-Orient, tout ce qui se passe au Moyen-Orient ou au Soudan, où il y a des crises, où il y a un besoin énorme d'intervention des acteurs dans le domaine médical. Et là, on a travaillé avec des consortiums, avec l'ONU, avec l'UNHCR, avec l'OMS, justement pour venir en aide et créer une chaîne de solidarité efficace pour venir en aide à ces populations concrètement et d'une manière aussi positive. Nous parlions tantôt du budget approuvé aujourd'hui par la Banque islamique de développement afin de permettre la construction d'un hôpital spécialisé cancérologie en Palestine. Il s'agit d'un budget d'à peu près 27 millions de dollars. Comment justement aujourd'hui le secteur humanitaire peut-il travailler de concert, la main dans la main, pour tenter peut-être de briser le diktat de cette machine de guerre sioniste qui impose un embargo à un peuple sous génocide? Je parle d'un embargo en matière du secteur de santé en s'attaquant justement avec une impunité sans égale au système de santé palestinien. Comment pouvoir le soutenir de l'extérieur dans ce contexte bien précis? Vous savez, Dignité Internationale, depuis sa création, nous avons envoyé déjà en 2014, si vous vous souvenez, à la guerre de Ramadan en 2014, Exactement. nous avons envoyé 6 médecins chirurgiens urgentistes spécialisés dans ce qu'on appelle la médecine de guerre pour renforcer le staff ou les équipes médicales à Gaza, à l'hôpital Shifa et autres. Et depuis, nous avons développé toute une expertise, tout un travail, toute une présence, un ancrage. Et depuis cette dernière guerre, depuis le 7 octobre, nous avons créé un consortium
Agression plutôt, oui. Voilà, Oui. et qui regroupe 4 acteurs humanitaires. Et nous avons mis en place Dignité Internationale comme leader 3 centres médicaux à Khan Younes, à Deir el-Balah et à Gaza City, et en partenariat avec les clusters de l'ONU, l'OMS, OCHA, WFP et autres. Justement, nous avons travaillé pour justement pratiquement 24 sur 24 depuis. Nous avons exécuté 4 millions de dollars. Oui. Ce qui n'est pas rien. Vous savez, on soigne 8000 Gazaouis par mois à travers ces trois centres médicaux. J'ai vu ce matin le financement d'un hôpital spécialisé dans le domaine de cancer et j'ai rencontré le ministre de la Finance palestinien. Je l'ai félicité pour ce projet. Et justement, il y a un besoin énorme en Palestine dans ce domaine. Vous savez, pendant la guerre, c'est une guerre aveuglée où le droit humanitaire international est bafoué. Oui. Et donc, piétiné même. Exactement. Oui. Et Dignité internationale travaille sur deux axes. L'axe humanitaire pur, l'aide médicale, et l'aide humanitaire avec tous ces aspects, l'eau, l'aide alimentaire, hygiène et autres. Mais on travaille aussi sur le plaidoyer, la sensibilisation de l'opinion publique internationale sur justement l'effondrement du système médical en Palestine, mais surtout l'effondrement du droit humanitaire international. C'est la première fois et j'interpelle toujours les acteurs humanitaires qui parlaient de droit d'ingérence humanitaire. Oui. Là, je pense que c'est le cas. Oui. Mais vraiment, la Palestine est le cas dans lequel on doit appliquer ce droit d'ingérence humanitaire ça devrait parler à un certain Bernard Kouchner qu'il avait exactement. Et à l'époque. Moi-même, j'ai travaillé sur cette théorie. Suggéré mon DEA, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai fait un magistère et j'ai travaillé sur le droit humanitaire international justement, et j'ai interpellé même Kouchner et les pionniers de cette école pour leur dire il faut créer un couloir humanitaire. Exactement. Oui. Un couloir humanitaire pour venir en aide aux Gazaouis. Oui, ça ne les intéresse pas lorsqu'il s'agit de Gaza, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'absence d'un État et deuxièmement, il y a des civils qui sont menacés. Oui. Et donc, les deux critères, ils sont là pour justement concrétiser ce fameux droit d'ingérence humanitaire. Mais pour moi et pour Dignité internationale, nous souhaitons juste appliquer le droit humanitaire international. On l'applique en Ukraine, mais on ne l'applique pas, on ne le voit même pas à Gaza. Exactement, c'est cette double interprétation du droit humanitaire et entre guillemets, je mets entre guillemets, droit d'ingérence humanitaire pour éviter toute, bien entendu, interprétation intempestive. J'aimerais me tourner vers Idil Sassi. Il s'agit là bien d'un levier important pour lequel la Banque islamique de développement devrait, elle s'y intéresse déjà en invitant des acteurs justement humanitaires non gouvernementaux à prendre part à ces assemblées annuelles. Que peut-elle faire de plus sur le terrain justement pour les soutenir d'après vous ? C'est une banque de développement, donc elle a des objectifs sociaux et donc la connexion, rester connecté avec le réel, la société physique, la société civile. Les ONG, donc des organismes organisés qui peuvent apporter l'information, orienter et concentrer l'effort, parce qu'ils ont la capacité de constituer des plateformes donc pour pouvoir concentrer, ce qui rassure les bailleurs de fonds. Oui. Donc c'est en travaillant avec des gens organisés. Vous avez une traçabilité. Exactement. C'est en aval sur. Oui. Exactement. Donc l'action, elle est bien organisée, elle sera efficace et c'est le but de tout participant dans ce genre d'organisation. Monsieur Abbassi, vous êtes également acteur actif en matière d'entrepreneuriat solidaire. Est-ce un vrai défi aujourd'hui, également en matière de financement ? Quels sont, selon vous, peut-être les obstacles les plus fréquents rencontrés sur le terrain et comment faire pour les dépasser dans le cadre de ce dialogue économique sud-sud et de cette coopération inclusive souhaitée à laquelle la BID appelle de ses voeux ? Justement, la BID, elle a un rôle social. Et nous, on intègre cette mission qui est le développement social dans les pays d'intervention, bien sûr. Pour nous, Dignité internationale Algérie, nous souhaitons travailler surtout dans le domaine de la formation professionnelle, les micro-projets, l'agriculture aussi. Nous souhaitons accompagner nos jeunes vers un développement personnel et leur permettre de développer leurs propres projets économiques
à travers les micro-projets. Je pense que c'est un secteur très très important. Nous souhaitons intégrer la stratégie de développement national, bien sûr, mais Dignité Internationale a un autre objectif plus important, c'est justement créer un hub humanitaire vers l'Afrique, puisque l'Algérie a une orientation stratégique vers notre continent, Oui. et nous souhaitons vraiment venir en aide, développer des projets de développement local et de développement dans plusieurs domaines, dans la santé, dans les micro-projets, dans le forage des puits, dans l'éducation, la formation professionnelle. Et je rappelle que nous travaillons dans tous les pays limitrophes à l'Algérie, le Niger, le Tchad, le Mali, le Bénin, le Sénégal. Et je pense à l'Algérie, aux Dignités Internationales, à travers cette plateforme humanitaire et logistique vers l'Afrique, peut permettre à l'Algérie de rayonner à travers sa société civile et à travers ses acteurs humanitaires. Merci, Monsieur Abbassi. Idil Sassi, l'entrepreneuriat solidaire en Afrique plus particulièrement, au vu des spécificités régionales des pays qui composent ce continent, comment une institution financière telle que la BID pourrait le soutenir efficacement hors cet aspect financier d'apporter des capitaux ou d'intéresser ou de fédérer des réseaux de bailleurs de fonds pour mettre sur la table les financements nécessaires pour permettre à ces acteurs de l'ombre, je les appelle, permettez-moi de l'exprimer ainsi, des acteurs de l'ombre de l'entrepreneuriat. En fait, les capacités d'une telle institution sont énormes, c'est-à-dire les possibilités sont énormes. C'est une institution intercontinentale, internationale, donc elle intègre toutes les expériences qu'on puisse imaginer. Elle est essentiellement sud, en effet, mais c'est aussi donc de l'aide indirecte. Elle ne peut pas intervenir directement, mais elle peut surtout permettre l'inclusion de ces populations, c'est-à-dire permettre à ces populations d'accéder aux produits financiers parce qu'elles sont isolées pour des raisons de développement économique, parce qu'elles sont isolées pour des raisons de croyance, c'est une banque islamique, donc elle permet l'inclusion et que ces populations accèdent aux produits financiers, ça de primo, mais aussi elle leur permet d'accéder à un réseau international. Les populations fragiles, ça peut être des femmes ou des jeunes, c'est les deux acteurs peut-être fragiles d'une société, donc ont besoin, ne peuvent pas seuls accéder à l'export, à des opportunités à l'international, etc. Ce genre de plateforme, via des acteurs, que ce soit de la société civile ou bien des institutions financières spécialisées, peuvent leur permettre d'accéder demain à exporter leurs produits traditionnels ou biologiques ou autres, ou bien à bénéficier de solutions qui vont être dupliquées chez elles, comme ces solutions d'économie circulaire, par exemple, qui peuvent exister au Vietnam et ailleurs et qu'on peut dupliquer facilement dans notre environnement. Et donc là aussi, cet aspect de partage d'expérience entre pays du Sud. Monsieur Abbassi, quelle est aujourd'hui la nature de vos relations, de votre coopération avec la Banque islamique de développement? Comment vous soutient-elle, hormis cet aspect financier? Est-ce qu'elle fait appel à vous justement pour pouvoir mener à bien des projets inscrits dans le cadre de ces objectifs stratégiques? Si vous le permettez, juste, je rajoute avant de répondre à cette question, vous avez parlé des obstacles. Exactement. Au fait, si on veut vraiment résumer les quelques obstacles qui freinent un peu notre activité, il y en a 2 ou 3. Premièrement, la logistique, c'est très important. En plus, l'Algérie, c'est un pays continent africain, méditerranéen. On a besoin d'avoir une plateforme logistique importante pour créer cette mobilité à l'international. Deuxièmement, le système financier ou le système bancaire, il doit accompagner les acteurs économiques et on fait partie parce qu'on est acteur dans l'entrepreneuriat solidaire et nous avons besoin d'avoir ce qu'on appelle assurer les virements d'une manière transparente et fluide. Ça, c'est, je pense, 2 éléments qui nous freinent un petit peu. Et sur lequel il sera possible
d'envisager des améliorations dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'État par rapport à la logistique, notamment. Exactement. Et l'Algérie, comment je constate une certaine dynamique dans ce secteur. Et d'ailleurs, l'Algérie a créé donc, des banques en Afrique, exactement. Donc, au Niger, au Sénégal, et je pense en Mauritanie. En Mauritanie et au Sénégal, pour l'instant. Exactement. Et en Europe. Donc c'est un vrai début qu'on souhaite l'améliorer, le développer encore plus davantage. Alors, pour notre partenariat avec la Banque islamique de développement. Exactement. Nous allons travailler sur la signature d'un contrat, un accord cadre, justement, qui va définir un petit peu les principes et les grands axes de développement. Et comme la BID travaille dans les pays dans lesquels Dignité Internationale œuvre depuis maintenant 11 ans, je pense qu'ils vont être un vrai partenaire financier et d'expertise aussi pour justement accompagner quelques projets, les financer dans ces pays d'intervention comme en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai rencontré pas mal d'acteurs dans plusieurs pays comme au Tchad, au Burkina Faso, au Sénégal, en Mauritanie, et où nous avons travaillé, nous avons réfléchi ensemble sur des axes de développement dans lesquels la BID peut intervenir et elle peut nous aider à concrétiser ces projets au profit de ces populations. Vous avez dit que vous interveniez dans 20 pays, y compris l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou plusieurs exemples de projets pour lesquels vous avez déjà coopéré avec la BID et qui ont connu un certain succès avec la BID, pas encore, mais nous avons déjà travaillé sur ce qu'on appelle les zones d'ombre en Algérie. Ça, je pense que c'est un sujet qui mérite un travail particulier en coordination avec les autorités locales, avec l'État algérien et avec les acteurs de la société civile algérienne. Deuxièmement, nous souhaitons travailler sur le domaine de la sécurité alimentaire. Et là, avec un partenaire qui est le Forum, on veut travailler sur un projet dans le domaine de la pisciculture, donc l'élevage des poissons dans le sud, et offrir ainsi des protéines à des écoliers ou dans des zones où cette matière est, on peut dire, rare ou insuffisante, surtout pour les écoliers. Et nous souhaitons surtout travailler sur la formation professionnelle prochainement. Actuellement, puisqu'on vient de créer Dignité Internationale Algérie, la Fondation Dignité Internationale Algérie, nous souhaitons justement mettre un plan d'action quinquennal, justement, pour concrétiser des projets dans le domaine de développement. Merci, Monsieur Abbassi. Delsassi, voici des acteurs et des projets pour lesquels peut-être des microfinancements peuvent donner de grands résultats. Exactement, le microfinancement qui a fait ses preuves au Bangladesh, il y a eu prix Nobel de la paix, je crois, c'était un Bengalais qui avait permis, Younes exactement, qui a permis à des femmes et à beaucoup de populations d'avoir des microcrédits, de sortir du seuil de la pauvreté. Donc c'est des expériences qu'il faut carrément généraliser, renforcer, aider. D'autant plus que, permettez-moi de vous couper, cela tombe sous le sens de cette coopération sud-sud promue par la Banque islamique de développement. Exactement. Donc, la loi algérienne devrait le permettre et je pense que on devrait voir dans l'avenir ce genre de possibilités, le crédit sur gage, etc. Donc, à mon avis, l'inclusion financière, ça peut se faire via des solutions technologiques, mais aussi des fois par des solutions très simples. Donc, des ONG pareilles peuvent aussi insuffler ce genre de solutions qui sont relativement simples à mettre en place pour que des populations isolées en dehors du circuit puissent accéder à des financements. Quels sont peut-être les autres champs d'intervention pour Dignité Internationale et consorts qui ne bénéficient peut-être actuellement pas assez d'intérêt de la part de ces institutions financières internationales, et comment attirer leur attention pour qu'ils puissent débloquer peut-être plus de financement ou inscrire dans leurs objectifs de développement de tels projets qui nécessiteraient en quelque sorte d'être plus dans la lumière. Je pense que l'Algérie a tout à fait raison de faciliter l'organisation de ce meeting annuel de la BID. Et pourquoi ? Parce que la rencontre en soi est bénéfique, parce que tout simplement, nous allons créer de la confiance, le contact, le réseautage. On va essayer d'échanger des expériences et surtout sensibiliser. Et j'allais dire, il faut aller très très loin par rapport à ça. Il faut participer dorénavant dans des ateliers spécialisés
et créer ce lien-là, parce qu'à travers ces rencontres, on crée de la confiance. Et ça sera l'occasion pour justement sensibiliser ces acteurs financiers à nos problématiques. Et je pense qu'on est dans le bon sens. Et j'allais dire même dignité internationale en tant que membre algérien de la société civile, nous souhaitons aussi intégrer toutes les plateformes au niveau international, au Tchad, de l'ONU. D'ailleurs, on fait des démarches pour intégrer ECOSOC, le Conseil économique et social de l'ONU, et d'autres plateformes africaines et arabes. Merci Wahid Abbassi, je rappelle directeur général de Dignité Internationale, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Idir Sassi, expert international en économie et en finance, et également à Mahfoud Kaoubi qui était avec nous lors de la première partie. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette 3e journée des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement ici en Algérie. Je le rappelle, un événement qui se tient pour la 3e fois dans ce pays sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elles se poursuivent durant la 4e journée, c'est-à-dire demain, où nous serons en direct du Centre international des conférences Abdelatif Rahal, ici même, pour vous en faire part. Je vous donne donc rendez-vous dès demain. La suite avec le 19h présenté par Abdelkader Edrieff.